Il est de l'avis de cette rédaction que l'Iran est devenu une puissance nucléaire. Vous savez, c'est le terme consacré. Il est de l'avis de ce parti, de cette organisation, de cet environnement diplomatique, de cette chancellerie, de ce pays. Il est de l'avis de l'Octogone que l'Iran est devenu une puissance nucléaire. On a fait un sujet, bien sûr, sur ma chaîne principale avec Éric Denessé et Caroline Galacteros, qui ont très très bien nuancé le sujet et je vous encourage à la voir. Pardonnez le son, j'étais en déplacement, je ferai mieux la prochaine fois. Ce micro-là ne peut pas être transporté facilement, mais j'aimerais trouver un micro assez comparable et je vais m'y atteler. Cependant, là maintenant, je suis sur l'Octogone, donc le journal que vous suivez. Merci aux abonnés. On est vraiment en train d'améliorer Scandaria grâce à vous. Et l'avis de la rédaction de l'Octogone, c'est que oui, l'Iran est devenu une puissance nucléaire. Je vous rappelle le contexte, donc un tremblement de terre survenu le 5 octobre, relevé en Arménie. Et ce tremblement de terre a des particularités sismographiques assez spéciales. Or, d'après aussi bien l'Organisation de surveillance du traité de non-prolifération que l'US Geological Survey et différents experts, vous avez des signes essentiels sur la distinction d'un essai nucléaire souterrain et d'un tremblement de terre naturel. Comme je l'ai rappelé donc dans la vidéo avec Éric Denessé et Caroline Galacteros, quand vous cassez un spaghetti, pas ce stylo, mais quand vous cassez un spaghetti, il se casse en deux endroits. Et ces deux endroits créent deux ondes de choc, deux bruits différents, mais du bruit sismique, donc un mouvement de la croûte terrestre. Et ces deux ondes de choc, eh bien, n'arrivent pas au même endroit, n'arrivent pas au même moment, pardon, au même endroit. Et ça crée une réplique. C'est ça le phénomène fondamental d'une réplique pour un séisme. Vous n'avez pas ça, bien sûr, quand c'est un essai nucléaire souterrain. Là, il n'y a pas eu de réplique. L'autre point, c'est donc l'enveloppe. L'enveloppe, c'est uniquement la partie maximum, donc le maximum local du sismographe. Donc rappelez-vous, un sismographe, c'est une tête qui écrit sur un bout de papier, et elle bouge, ma main qui bouge, c'est les ondes qu'elle enregistre dans le sol. Eh bien, le plus haut point du sismographe ne fait que diminuer dans le temps avec un essai nucléaire, alors que justement, donc, avec un tremblement de terre naturel, parce qu'il y a une réplique, il revient ensuite, il n'est pas strictement décroissant. Or là, le sismographe de cet événement sismique était strictement décroissant. Ensuite, bien sûr, vous n'avez que des ondes de compression, pas des ondes de cisaillement dans un essai nucléaire. Là, il n'y avait que des ondes de compression. Mais pour moi, le plus important, parce que tout ça, je vous l'ai déjà dit dans le direct avec Éric Denessé et Caroline Galacteros, que je salue encore une fois, le plus important, c'est la réaction d'Israël. La réaction d'Israël semble démontrer qu'ils ont appris, qu'ils ont découvert que l'Iran était une puissance nucléaire. Je dis bien semble, parce que c'est quand même énorme. Je veux dire, on ne peut pas avoir d'un côté Mahmoud Ahmadinejad, ancien président de la République islamique d'Iran, qui déclare officiellement que le patron de l'organisation de contre-espionnage qu'ils avaient nommé était un agent du Mossad, et de l'autre, Israël qui ignore un programme nucléaire iranien. Ce n'est pas possible. Alors, soit Mahmoud Ahmadinejad avait fait ces déclarations pour déstabiliser des opposants, puisque l'actuel exécutif iranien ne va pas du tout dans son sens. Donc il est tout à fait envisageable que de la même façon que le turban noir chiite qui avait déclaré que l'Iran avait abandonné le Hezbollah aurait pu faire ces déclarations pour des motifs personnels ou en tout cas pour mener une guerre psychologique. Alors qu'on sait aujourd'hui, donc ce qui est apparu, c'est que la frappe israélienne avait eu lieu après qu'un cessez-le-feu avait été négocié et le Hezbollah s'était réuni très très spécifiquement de façon dangereuse, sans respecter les mesures de sécurité, parce qu'un accord de paix avait été signé, un cessez-le-feu avait été signé. Et évidemment, ça aurait été un piège, une maskirovka, exactement comme pour les Ukrainiens quand ils ont prétendu vouloir négocier la paix en Chine, et qu'ensuite ils ont envahi Kursk, l'oblast, hein, certainement pas la ville. Et bien de la même façon, on aurait eu une maskirovka, en l'occurrence israélienne, à prétendre vouloir faire la paix avec le Hezbollah pour mieux le décapiter ensuite. Sous cette hypothèse, l'autre hypothèse d'un abandon de l'Iran serait désavouée et fausse. Je vous laisse bien sûr faire votre propre opinion, et c'est bien pour ça que j'ai commencé ce journal en vous disant « Il est de l'opinion de cette rédaction que l'Iran est nucléaire ». Ça ne veut pas dire « Je veux que vous copiez dans votre tête que l'Iran est nucléaire ». Écoutez toujours plusieurs sons de cloche, renseignez-vous sur X qui reste aujourd'hui une des meilleures sources d'information. Vous avez Ground News aussi que je vous recommande. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais je reconnais qu'ils font du bon travail. Donc faites-vous toujours votre propre opinion, fais de ta pensée un empire, la devise de Scandaria. Donc, dans ce cas-là, la possibilité, enfin le fait de voir Netanyahou trembler des mains pourrait être corrélé au fait que les services israéliens auraient appris
par cet environnement-là, cette détonation le 5, les missiles, que l'Iran était nucléaire. Et que dans ce cas-là, ça n'aurait pas été prévu, d'où cette réaction. C'est une possibilité, mais là aussi, vous avez deux possibilités qui sont mutuellement exclusives. Soit Mahmoud Ahmadinejad a raison et n'a pas fait ça pour déstabiliser ses opposants politiques. Et dans ce cas-là, eh bien, il était absolument impossible qu'Israël découvrît comme ça, par cet incident géologique, pas nucléaire forcément, que l'Iran était une puissance nucléaire. Soit c'était un coup politique d'Ahmadinejad, une exploitation des médias à des fins politiques. Et il est possible, en effet, dans ce cas-là, qu'Israël ait découvert que l'Iran était nucléaire. En tout cas, donc, comme je vous le dis, il est de l'avis de cette rédaction que l'Iran fait maintenant partie des puissances atomiques et que l'Iran va très certainement copier entièrement la politique d'ambiguïté stratégique israélienne, en ne revendiquant pas officiellement avoir l'arme atomique, mais en le faisant savoir à qui est de droit, sans qu'on puisse le lui opposer, par exemple, aux Nations Unies, puisqu'il n'y aura pas de preuves présentables aux Nations Unies de ce qu'elle est nucléaire pendant encore un certain temps. Peut-être qu'à un moment, Israël pourrait tout à fait être tenté de présenter aux Nations Unies des preuves des capacités nucléaires iraniennes, et pas seulement d'un programme, des capacités. Mais ce serait à double tranchant, puisque tout gouvernement israélien qui ferait ça, terrifierait sa propre population. Par exemple, Bibi pouvait faire ça tant que l'Iran n'était pas nucléaire. Il pouvait aller aux Nations Unies en présentant une grande bombe géante, en montrant à quel moment l'Iran allait obtenir la bombe en 2011. Mais maintenant, le faire alors que le fait accompli serait inéluctable, ce serait très très dangereux politiquement pour Netanyahou, dont la force politique tient à vendre aux Israéliens, comme vous le savez mensongèrement selon moi, mais à vendre aux Israéliens ses capacités de protection. Ce qui fait que d'ailleurs que beaucoup l'ont comparé à un parrain de la mafia, puisque c'est ce que vend un parrain aussi. Mais un parrain, il vous vend une capacité de protection face à ses propres moyens, alors que là, en l'occurrence, Netanyahou vend ses capacités de protection aux citoyens israéliens face aux moyens dont il a encouragé l'émergence, typiquement le Hamas. Donc, je pense que l'Iran va maintenir une ambiguïté stratégique et continuer à l'israélienne de dissimuler ça, de ne pas revendiquer sa présence nucléaire, en tout cas dans les chancelleries. Dans le cas israélien, c'était donc les révélations de Mordechai Vanunu en 1986 pour le Sun ou le Sunday Times, je ne sais plus, ça doit être le Sun, en Angleterre, qui avait permis au public de savoir qu'Israël était nucléaire. Et pour cela, Mordechai Vanunu avait été condamné à de la prison à vie, une peine commuée ensuite en résidence surveillée, ce qui prouve bien que ce n'était pas une fuite organisée par Israël. L'affaire Mordechai Vanunu, ce n'était pas une fuite pour faire savoir qu'Israël était nucléaire, puisque les puissances nucléaires et les chancelleries le savaient déjà. Eh bien, pour l'Iran, il faudrait l'équivalent d'un Mordechai Vanunu iranien, et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je voulais ouvrir là-dessus. Dans les dernières nouvelles qui sont tombées juste avant que j'enregistre cet octogone, vous avez donc le documentaire de HBO qui prétendait que Peter Todd était Satoshi Nakamoto, le créateur ou le groupe créateur du Bitcoin. Les trois suspects principaux pour Satoshi Nakamoto étaient Peter Todd, Nick Szabo et bien sûr Adam Back, qui est même cité dans le white paper de Bitcoin. Peter Todd a démenti, mais bon... S'il était vraiment Satoshi Nakamoto, il aurait démenti aussi. De toute façon, tout le monde aurait démenti, que ce soit Nick Szabo ou Peter Todd ou Adam Back. Mon opinion et l'opinion de cette rédaction, c'est que c'est plutôt Nick Szabo. Et je pense très personnellement, pas forcément toute la rédaction, mais je pense très, très personnellement que Nick Szabo est celui qui a le plus de chances, si Satoshi est une seule personne, d'être Satoshi Nakamoto, pas Peter Todd. Dans les nouvelles qui sont tombées, vous avez bien sûr la crise à Hong Kong. Donc là aussi, les répliques sismiques de la crise des carry trades japonais se font sentir. Vous vous rappelez que les carry trades japonais donc, consistaient à s'endetter en yens pour investir en dollars, mais tous les dollars, canadiens, australiens, américains et hongkongais, mais aussi singapouriens. Et là, il se trouve que Hong Kong a subi la plus grosse crise depuis 40 ans sur ces marchés. Est-ce que c'est une réplique des carry trades japonais ? Selon l'expression consacrée de Rechef, il est de l'opinion de cette rédaction que c'est le cas.
Vous avez bien sûr l'ouragan maintenant en Floride et Caroline, avec les conséquences politiques que cela implique, à savoir bien sûr comment osez-vous ne donner que $750 à chacune des victimes alors que vous donnez des centaines de milliards à l'Ukraine et à Israël. C'est devenu un énorme sujet. Vous avez bien sûr la prise de Vuhledar qui est complètement terminée. Aujourd'hui, la prise de Toretsk en Ukraine. On reviendra un peu là-dessus. Le Brésil a levé l'interdiction de Twitter, donc le juge Moraes est aujourd'hui sur la sellette. Il a enchaîné les échecs et vraiment on a un cas comme Thierry Breton en fait. Thierry Breton s'est fait fumer par les moyens de pression que Musk avait à sa disposition, dont von der Leyen, qui était très contente de fumer Breton, mais qui ne s'est pas fait prier par un Elon Musk qui possède la plus grosse usine d'Europe, à savoir la Gigafactory Berlin, qui est aussi la plus grosse usine la plus grosse Gigafactory au monde, puisqu'elle est, je crois, 10 fois supérieure à la toute première Gigafactory en termes de surface. Donc, on voit la même chose avec Alexandre de Moraes, cependant que Musk se fait absolument tabasser médiatiquement par la presse américaine, j'allais dire la presse pro-démocrate, mais c'est un pléonasme, il n'y a plus aujourd'hui de presse pro-Trump aux États-Unis. Le Burkina, le Niger, le Mali veulent donc abandonner le franc CFA et rejoindre les BRICS. Donc ça, c'est un point absolument essentiel face à une France qui va être mise sous tutelle de l'UE et pour qui les dépôts, bien sûr, des pays africains pour le système du franc CFA était un gage de stabilité économique très important. C'est bien pour ça d'ailleurs que Giorgia Meloni avait taclé Macron sur l'existence du franc CFA à l'époque. Ça risque d'avoir des conséquences très importantes sur l'économie française. Faites-moi savoir, bien sûr, si vous aimeriez qu'on en fasse un sujet déterminé pour Scanderia, non, pour ma chaîne principale, pardon. Enfin, le Hezbollah a tiré 300 roquettes sur Israël. Là, dans l'heure qui précède l'enregistrement de cet octogone, notamment donc la ville de Safad, pendant que les tensions sont en pleine escalade. Enfin donc, vous avez un autre sujet aujourd'hui sur la grande question de l'utilisation de Telegram par le Hezbollah et par le Hamas. Et c'est notamment le compte X Canadian Prepper qui nous fait un sujet là-dessus en citant le compte X Harry J, qui donc nous déclare qu'il est tout à fait possible que l'arrestation de Pavel Durov ait pu avoir un lien avec les capacités d'Aman et de l'unité 8200 à pénétrer davantage le Hezbollah, même si bien sûr le cas des beepers avait été préparé bien en amont, mais que l'accès, les backdoors vers Telegram que Pavel Durov, je vous rappelle que Pavel Durov les a acceptés. Pavel Durov a accepté de collaborer avec le régime français pour donner les clés de chiffrage à la requête, ce qui signifie donc que Telegram est compromis, raison pour laquelle, encore une fois, les Russes ont invité leurs fonctionnaires à effacer la totalité de leurs messages Telegram. Voilà pour les dernières nouvelles. Alors, on commence donc par la première dépêche de cet octogone en dehors de la couverture qui est « Il est de l'avis de cette rédaction que l'Iran est devenu une puissance nucléaire ». Et on a bien sûr les capacités de livrer des vecteurs nucléaires. Tenez, avant même d'attaquer sur cette première dépêche, donc qui sera sur l'invasion israélienne au Liban. Un autre point important. Souvent, je vous ai dit d'aller suivre la chaîne de Ateshue. Je vous continue à vous la recommander, bien sûr. Un point important qui est rappelé sur cette chaîne et sur beaucoup d'autres chaînes américaines aussi, mais en aucun cas Ateshue a copié ces chaînes-là. C'est un spécialiste et on arrive souvent aux mêmes conclusions quand on est un expert du domaine. Mais beaucoup de chaînes américaines avaient aussi mentionné ces points-là. L'Iran a fait preuve de ce qu'elle pouvait frapper où elle voulait quand elle voulait en Israël, mais en particulier plus de 33 frappes repérées par satellite. Bon, d'ailleurs, c'est en l'occurrence des comptes que Ateshue suit lui-même qui l'ont informé là-dessus pour lui permettre de faire cette excellente vidéo, qu'encore une fois je vous recommande. 33 frappes sur la base de Nevatim, c'est un point essentiel quant à l'incapacité totale pour les missiles Arrow et le système de radar en plus après rapproché du dôme de fer. Mais bon, le dôme de fer c'est vraiment un système de proximité qui n'est pas fait pour tirer du missile balistique intercontinental qui passe dans l'atmosphère.
et qui sort de l'atmosphère, pardon, qui passe dans l'espace et qui ensuite frappe selon une trajectoire parabolique s'il n'est pas manœuvrable et selon une trajectoire imprévisible s'il l'est. Vraiment, là, on a un problème géopolitique pour Israël et ses alliés, et surtout les États-Unis. On peut livrer des armes, on peut livrer des bunker busters qui servent à détruire le QG du Hezbollah, mais on ne peut pas livrer un parapluie facilement. Alors, il y a des exceptions, et les Russes avaient compris dès la guerre froide l'importance d'être capable d'offrir un parapluie crédible et rapide. Avec les fameux missiles SAM en Syrie, pendant la guerre d'octobre et la guerre des 6 jours. Et les Russes ayant compris cela, ils ont continué à développer la meilleure défense contre aviation au monde, la meilleure DCA au monde, avec les systèmes S-300 puis S-400. Et c'est parce que la Turquie avait voulu acheter des S-300 qu'elle avait été exclue du programme F-35, mais lequel programme F-35 est aussi un programme d'espionnage, puisque les États-Unis savent absolument tout. Ils connaissent la maintenance, ils savent si vous avez dévissé un boulon sur l'avion, ils savent quand l'avion a décollé, quand il a atterri, quand il a été maintenu. Et ça pose forcément des problèmes graves, surtout que vous imaginez bien qu'à une époque où Israël a bien démontré, et Snowden l'avait expliqué dès 2013, que la MAN et l'unité 8200 pouvaient intercepter des pagers et les fourrés d'explosifs de Semtex et les renvoyer à leur destinataire. Bien évidemment que les États-Unis sont capables d'avoir muni tous leurs F-35 de nanotechnologies secrètes qui leur permettraient ou de les saboter définitivement ou de les inactiver s'ils venaient à être utilisés pour des missions qui ne leur conviendraient pas. C'est tout à fait possible. Et les acheteurs des F-35 en sont conscients. Simplement, certains acheteurs comme la Suisse se disent qu'il n'y a pas de scénario où l'utilisation de nos F-35 va gêner Washington. Donc, ils ont quand même procédé à cet achat en toute connaissance de cause. Mais pour la Turquie, ça aurait été compliqué de toute façon. Donc, quand la Turquie a acquis les S-300, S-400, les Américains l'ont de toute façon viré du programme F-35, mais la Turquie aujourd'hui a les moyens de développer ses propres chasseurs de 4e et 5e génération et de leur adjoindre des drones, comme font les Russes aujourd'hui, qui ont d'ailleurs perdu un drone en Ukraine, un de leurs tout derniers drones, hein, pas un petit drone low-tech. Et la Turquie adopte aussi cette doctrine, à savoir d'avoir un avion, pas seulement la guerre en essaim avec les F-35, mais la guerre en essaim avec un avion qui aurait des drones en parallèle. Et des drones proches qui pourraient même voler en formation avec lui, etc. Enfin, pas seulement un F-35 qui va intégrer les données de toute l'escadre, avec aussi bien des Global Hawks, des Reapers ou des AWACS, mais vraiment, là, on parle d'avoir des offensives coordonnées avec des drones en même temps. Dans ce cadre-là, la capacité des Russes à fournir leur système S-200, S-300, pardon, S-300, S-400 à l'Iran est un outil diplomatique majeur, absolument majeur. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas à quel point le système S-400 est important. Les Américains ne peuvent pas livrer plus de patriotes à Israël, et les patriotes américains n'auraient pas pu arrêter la salve iranienne. Donc entre 200 et 400 missiles selon les sources. De toute façon, c'est la plus grosse frappe de missiles balistiques de l'histoire. Très au-dessus des petites trentaines de missiles en une seule fois que pouvait envoyer Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Et surtout, l'Iran a largement de quoi faire ce genre de frappe tous les mois, sans problème. Toute l'année. Si l'Iran voulait faire une frappe comme celle-là par mois, toute l'année, elle le pourrait sans problème. Et elle pourrait même aller jusqu'à 2 frappes de cette ampleur par mois, toute l'année, en augmentant ses capacités de production. Donc imaginez ce que ça donne. Moi, c'est un octogone toutes les 2 semaines, à peu près, c'est-à-dire on fait des groupes de vidéos par 2 semaines. Et là, l'Iran pourrait vous faire ce genre de frappe toutes les 2 semaines. Donc il n'y a pas de contre-mesure pour l'instant. Et le système qui se rapprocherait le plus du S-400, c'est les Patriotes. Les Patriotes ont déjà démontré en Ukraine qu'ils ne pouvaient pas arrêter les missiles hypersoniques, manœuvrables donc. Hein. Et pour les missiles même balistiques, intercontinentaux non manœuvrables, balistique ça signifie donc trajectoire balistique, hein, donc parabolique, que là les missiles Patriotes sont normalement capables d'intercepter. Mais le problème est qu'une frappe de saturation, de toute façon, même si les Patriotes peuvent intercepter, la frappe de saturation aura des missiles qui passeront.
Donc, les États-Unis, plutôt que de déployer des Aegis et des frégates Harley-Björk, etc., dans le secteur, auraient dû livrer à Israël tout un tas de systèmes patriotes. Et là, on parle voilà, par dizaines, hein, pas ce qui a été livré en Ukraine. On parle vraiment il faudrait minimum pour arrêter, en supposant même, en laissant de côté le problème de la manœuvrabilité. Il aurait fallu au minimum 15 à 20 batteries patriotes pour pouvoir envisager d'arrêter 80% de la salve iranienne. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui les Américains n'ont pas 15 à 20 systèmes patriotes à fournir à Israël, et qu'il a été dit que les Iraniens avaient utilisé des Fatah 2 et 1, lesquels, en théorie, ça n'a pas été testé, ne peuvent pas être arrêtés par les missiles patriotes. Voilà donc pour la situation. Parlons donc maintenant de l'invasion du Liban par Israël. Les forces de défense israéliennes ont annoncé ce lundi que, je cite, des soldats de la 91e division ont entamé hier dimanche une activité opérationnelle localisée et ciblée dans le sud du Liban, confirmant ainsi que l'armée israélienne était désormais engagée dans les combats terrestres contre le Hezbollah. Ce que ça, vous le savez déjà. Cependant, ce qu'on avait mentionné dans le direct avec Caroline Galacteros et Eric Denessé, c'est qu'une 3e division a été engagée. Est-ce que c'est d'ailleurs tactiquement intelligent de la part d'Israël d'utiliser encore un système divisionnaire sur un théâtre d'opération aussi petit, alors que sur un théâtre d'opération aussi grand que l'Ukraine, les Russes et les Ukrainiens utilisent des BTG, les Battalion Tactical Groups, qui sont donc à peu près un tiers d'une division. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Mais si c'était une opération ciblée et limitée, la méthode du bataillon Tactical Group aurait eu de meilleurs résultats. S'il est dans l'idée de l'armée israélienne d'occuper le sud Liban jusqu'au Litanie, alors le système divisionnaire fait sens. Mais la raison pour laquelle les Russes ont abandonné le système divisionnaire n'est pas qu'ils ne souhaitent pas occuper le territoire ukrainien, ce qu'ils sont déjà en train de faire, et ils l'ont annexé pour le Donbass. Mais c'est qu'ils veulent éviter les pertes. Les concentrations de forces que permet le système divisionnaire viennent avec un désavantage majeur, qui est qu'une frappe de missiles, que ce soit donc des missiles anti-chars, les javelines pour l'Ukraine, etc., ou des drones, et le Hezbollah utilisera de plus en plus de drones first person, eh bien, le système divisionnaire n'est pas fait pour ça. Le système divisionnaire est très mauvais face à un ennemi qui est lourdement équipé en drones et en missiles guidés. Et en missiles en particulier tiré-oubli, comme le Javelin, ou en drone tiré-oubli qui aurait été programmé, qui par intelligence artificielle, pour être résisté au brouillage, où c'est une caméra optique, ou bien donc une fibre optique aussi, donc qui serait collée au drone, qui serait attachée au drone, mais qui permettrait de tracer son lanceur, ce qui est quand même très dangereux. Mais sinon, donc, un système de caméra qui, même en situation de brouillage, pourrait fonctionner quand même en reconnaissant, en identifiant par exemple un Merkava, et en se précipitant dessus. Le système divisionnaire n'est pas fait du tout pour ça. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la fameuse FINUL, avait annoncé avoir reçu une demande d'Israël pour retirer des casques bleus de la frontière israélo-libanaise en vue de son intention de mener des incursions terrestres limitées au Liban. Encore une fois, limité et divisionnaire, c'est un peu une contradiction. L'armée onusienne a cependant opposé une fin de non-recevoir en déclarant qu'elle continuerait de maintenir ses positions, exhortant les belligérants à appliquer la résolution du Conseil de sécurité 1701 qui stipule que seules les forces de maintien de la paix et l'armée libanaise doivent être déployées dans cette zone. Depuis le 23 septembre, Israël a intensifié son offensive sur tout le territoire libanais en lançant plusieurs frappes, d'abord dans le sud près de Beyrouth jusqu'à l'est et au nord de Tripoli, éliminant hier encore 2 membres du Hamas dans le camp de réfugiés palestiniens de Bedawi et dans la région de Sahanayel. Plus d'1 millier de personnes ont été tuées depuis une quinzaine de jours selon les autorités libanaises et les organismes humanitaires, et environ 1,2 million ont été déplacés. L'armée officielle du Liban a répliqué sur ces attaques pour la première fois dans ce conflit, après que 2 de ses soldats sont morts sous les frappes israéliennes.
La semaine dernière, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait indiqué que l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué lors des frappes du 30 septembre, était une étape importante, mais pas la dernière, pour assurer le retour des communautés du nord d'Israël. Nous utiliserons toutes nos capacités, avait-il ajouté, selon l'armée. Le porte-parole israélien assure que la défense israélienne aura éliminé plus de 440 militants du Hezbollah depuis l'escalade, ce qui, somme toute, est très peu, surtout quand on déploie des divisions. Le ministre, 3 divisions donc aujourd'hui, 2 divisions d'abord, une division ensuite en renfort. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a révélé qu'Israël et le Hezbollah avaient accepté la semaine dernière, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, la proposition de Paris et Washington d'un cessez-le-feu de 21 jours entre les deux belligérants, juste avant qu'Israël ne tue le chef de l'organisation. Donc c'est ça que je vous confirme. Donc il avait été vraiment... c'était une maskirovka israélienne. Ziad Makari, ministre de l'Information au Liban, a dénoncé cette attitude comme criminelle de la part de Netanyahou. Il a assassiné Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, pendant qu'il négociait un cessez-le-feu. Il a assassiné Hassan Nasrallah pendant qu'il négociait un cessez-le-feu. Donc, il savait ce qui allait se passer. En tant que Libanais, comment est-ce qu'on peut vivre avec 2000 victimes, 10 000 blessés et 1 200 000 déplacés au Liban en une semaine? C'est écœurant, a déploré Makari lors du 19e sommet de la francophonie à Villars-Cotterêts qui s'est déroulé les 4 et 5 octobre. Le secrétaire général de l'ONU demande l'arrêt de l'effusion de sang à Gaza et au Liban, tandis qu'Emmanuel Macron a appelé à ne pas fournir des armes de guerre à Israël dans une récente interview sur France Inter. Des propos que Netanyahou a qualifiés, je cite, de honte, estimant que tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Certes, mais mon opinion personnelle, je comprends que Netanyahou dise ça, mais même pour les Israéliens devraient commencer à se poser la question de savoir si se tenir fermement aux côtés d'Israël est équivalent à se tenir fermement aux côtés de Netanyahou. Et là aussi, il est de l'avis de cette rédaction que ce n'est absolument pas le cas. C'est aussi l'avis d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, de Yair Lapid, qui a taillé un costard sur mesure à Netanyahou à plusieurs reprises à la Knesset. La Chine, la Russie et la Turquie ont de leur côté fermement condamné l'invasion en appelant Israël à retirer immédiatement ses troupes du Liban tout en enjoignant les puissances occidentales à négocier une désescalade. Dépêche suivante. Après une attaque de missiles sur Israël, l'Iran maintient ne pas vouloir envoyer de troupes. Le 3 octobre dernier, environ 200 missiles, donc en fait plus, ont été lancés par l'armée iranienne sur le territoire israélien pour venger la mort des chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Une attaque qui s'est terminée dans la nuit, a indiqué Téhéran, et selon qui 90% des missiles ont atteint leur cible. Et c'est vrai que cette frappe ressemble vraiment non plus à tirer en l'air. C'est-à-dire que tirer en l'air, c'était la frappe d'avril, avec les drones, etc. Donc c'est très lent, c'était attention, je vais tirer, attention, je vais tirer, attention, je vais tirer. Dans la métaphore, informer les chancelleries américaines, russes, etc. Puis attention à ne pas vous prendre la balle quand elle retombera si je tire en l'air. Ça, c'était la frappe d'avril. La frappe iranienne du 3 octobre, c'était au pied. On frappe au pied. Et à la limite, on tire dans les jambes. Mais on frappe au pied. Pour un humain, tirer dans les jambes, ça serait un peu fort parce qu'il n'y a pas d'incapacitation majeure de l'appareil militaire israélien par cette frappe. Mais il y a vraiment une manifestation par l'Iran de ce qu'elle peut incapaciter l'appareil civil, logistique, énergétique israélien et son appareil militaire, si elle le souhaite. Ce qui, encore une fois, est logique parce que l'Iran a énormément investi dans les missiles parce qu'elle avait du mal à se procurer des avions. Et en effet, les missiles de nos jours sont beaucoup plus efficaces que les avions. Donc là, c'est l'équivalent d'une frappe au pied, ou à la limite dans le pied, mais pas dans la jambe, quoi. Pour la première fois, l'Iran a employé des missiles hypersoniques pour cette opération baptisée Promesse Honnête 2. Selon Israël, la plupart ont été interceptés par leur système de défense, dont le dôme de fer, ce qui est, on l'a vu, faux. Des navires américains ont également tiré une dizaine de missiles intercepteurs selon le Pentagone, donc notamment des missiles Arrow. L'attaque a fait 2 blessés légers en Israël et un Palestinien a été tué par des éclats de missiles en Cisjordanie, donc occupée selon un responsable palestinien. Et puis c'est pas seulement selon un responsable, on a une vidéo qui a été publiée sur X. Lors de la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Téhéran, l'ayatollah Khamenei a déclaré que la résistance dans la région ne reculera pas malgré les martyrs, en référence à l'assassinat de Hassan Nasrallah. Toutefois, selon le chef de la diplomatie iranienne, il n'est pas question de déployer des troupes d'affrontement direct avec Israël, jugeant que les gouvernements du Liban et de Palestine ont la capacité et la puissance nécessaires pour faire face à l'agression du régime sioniste. Fin de la citation.
C'est pas l'ayatollah Khamenei, c'est Nasser Kanaan. À Beyrouth, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran, je cite, soutient les efforts pour un cessez-le-feu simultané avec Israël. De son côté, à l'occasion des commémorations des victimes du 7 octobre, le président israélien Isaac Herzog, vous savez qu'en Israël, le président n'est pas le chef du gouvernement, n'est pas le chef de l'exécutif, s'est adressé à la communauté juive à travers le monde en indiquant que l'Iran et ses mandataires faisaient peser une menace permanente sur son pays. Et cette menace permanente, à mon avis, est une information voilée, une façon voilée de signaler que l'Iran est désormais une puissance nucléaire. Comme je l'avais mentionné, et on va aller un peu plus loin dans cette information, Moody's et Standard & Poor's dégradent la note du crédit israélien. Le port d'Eilat a déclaré s'est mis sous protection de faillite il y a plusieurs mois déjà. Maintenant, le 30 septembre, l'agence Moody's a abaissé la note d'Israël pour la deuxième fois cette année à Baa1 et l'a assortie d'une perspective négative, signalant ainsi qu'elle envisage de la dégrader de nouveau à court terme. Le principal moteur de cette dégradation est notre opinion selon laquelle le risque géopolitique s'est encore considérablement intensifié jusqu'à atteindre des niveaux très élevés avec des conséquences négatives importantes sur la solvabilité d'Israël à court et à long terme, donc la probabilité de défaut sur les obligations israéliennes. A précisé l'agence de notation dans un communiqué. Moody's avait déjà dégradé la note d'Israël en février d'un cran de A1 à A2. Et là, c'est psychologique puisqu'on ouvre sur un B, certes Baa1, mais un B quand même. Si Israël avait réagi, pas Netanyahou du coup, puisqu'on sait très bien que sa réaction à Gaza est totalement politique et pas stratégique. Mais il a vendu à sa population que c'était pour éradiquer le Hamas. La plupart des gens qui reprennent cette idée, je pense, sont sincères, croient que c'est vrai. Mais les spécialistes savent très bien que c'est faux, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur d'Israël. En particulier, les militaires israéliens spécialisés savent que c'est faux. D'où les déclarations du ministère de la Défense israélienne disant non, on ne peut pas éradiquer le Hamas parce que c'est une idée, c'est tout à fait exact. Si Netanyahou avait, pas Netanyahou du coup, mais si le Premier ministre israélien avait réagi au 7 octobre, alors déjà, en n'utilisant pas la directive Hannibal, dont on a la preuve aujourd'hui, c'est le résultat d'une enquête conjointe d'Haaretz et de Inet, avec un Y, dans la presse israélienne, qui confirme que la directive Hannibal a été utilisée. Là, vraiment remarquable travail de la part des journalistes d'Haaretz, qui ont enquêté jusqu'au bout, parce qu'ils avaient fait un premier article en disant peut-être si la directive Hannibal a été utilisée, nous voulons le savoir. Et nous devons le savoir. Donc ils ont vraiment fait une gradation journalistique très professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas affirmé péremptoirement au début, mais ils l'ont affirmé, ils l'ont questionné éditorialement. C'est vraiment une leçon. Enfin, ça fout les boules que ce soit Haaretz qui donne des leçons de journalisme aujourd'hui. Bon, malheureusement, vu l'état de l'Europe, c'est comme ça. Mais ils ont commencé par dire éditorialement, nous posons cette question sur la place publique, ce qui est le bon travail d'un bon journal. Ensuite, ils ont dit « nous allons enquêter ». Ils ont enquêté et ils ont rendu les résultats de leur enquête. Et les résultats de leur enquête sont que la directive Hannibal a été utilisée le 7 octobre 2023 et que, en conséquence, une partie significative, sans forcément savoir si c'est une majorité ou pas, mais une partie significative des victimes du 7 octobre, j'insiste, sans savoir si c'est une majorité ou pas, a été faite par des armes israéliennes. Donc significatif, ça peut vouloir dire un bon 10% jusqu'à 20%, voire 30%. Quand vous réagissez avec des Apaches, des hélicoptères Apache, un lance-roquettes multiple, c'est pas une arme de précision. Surtout dans une zone densément peuplée comme un festival. Donc, et puis l'identification au sol, l'IFF, Identify Friend or Foe, qui normalement est un dispositif électronique, mais qui est aussi le processus pour une cavalerie légère type hélicoptère d'identifier vraiment, et qu'on leur dit vous tirez sur tout, et c'est ça la directive Hannibal, on leur dit vous tirez sur tout, et en plus si jamais on assume, parce que la directive Hannibal dit vous tirez sur tout, pas juste parce qu'il faut réagir vite, c'est on assume qu'on ne veut pas que des otages tombent entre les mains du Hamas, autant que faire se peut. Si un autre chef d'État avait été en place pendant le 7, très certainement il y aurait eu beaucoup moins de victimes, mais d'autre part, la note d'Israël et les conséquences économiques sur Israël n'auraient pas été les mêmes. Parce que là, on aurait eu une réponse à la Munich dont les services secrets israéliens ont complètement montré qu'ils en étaient capables.
typiquement l'opération des beepers, et typiquement la capacité à frapper, et même, honnêtement, même la frappe, par exemple, de Bunker Buster au Liban, qui a détruit tout un énorme bloc d'immeubles, est resté infiniment plus localisé que les frappes à Gaza. Ça n'a rien à voir. C'est une frappe qui était quand même à quelques centaines de mètres d'école des Nations Unies à Beyrouth. Donc il fallait une frappe qui n'allait pas raser tout le pâté de maison et tout le quartier. Or, à Gaza, c'est ça, les frappes. Donc, alors, je rappelle, 80 000 tonnes de bombes. Hiroshima, en équivalent TNT, c'est 15 000 tonnes, 15 kilotonnes. La bombe d'Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Donc aujourd'hui, les bombes qui sont tombées sur Gaza, c'est plus que tout le blitz des nazis à Londres pendant toute la bataille d'Angleterre, plus Dresde, plus Hiroshima. C'est quand même ça. Hein. Donc Gaza a reçu plus d'explosifs sur la tronche que Londres, Dresde et Hiroshima réunis. Voilà, les conséquences pour Israël, parmi tant d'autres, c'est cette dégradation de sa note. Ça paraît dérisoire, mais en fait, ça vient du fait que l'Iran n'aurait pas mobilisé les Houthis si jamais ça avait été simplement des menaces ciblées. L'Iran n'aurait pas mobilisé le Hezbollah si ça avait été seulement des menaces ciblées, des répliques ciblées à Gaza. D'autant que je vous confirme que ce n'est pas l'Iran qui était derrière les attaques du 7, puisque d'ailleurs les relations entre l'Iran et le Hamas avant le 7 étaient très mauvaises. Et l'Iran n'aurait pas mené cette salve de tirs balistiques sur Israël si la réponse avait été une réponse de type assassinat ciblé, voire quelques frappes précises, en tout cas beaucoup plus précises que les frappes actuelles, qui ont pour objectif de rendre Gaza inhabitable. C'est clairement l'objectif politique, rendre Gaza entièrement inhabitable. Éradiquer le Hamas est un prétexte, on le sait, c'est rendre Gaza inhabitable qui compte. Et de ce point de vue-là, cet objectif a été atteint. Mais la conséquence que Netanyahou n'aurait jamais vendu aux Israéliens, on va rendre Gaza inhabitable, seuls certains extrémistes auraient accepté cette idée. Mais au-delà de ça, vous avez le fait que jamais Netanyahou n'aura prévenu sa population des conséquences économiques. Donc, le 2 octobre, c'est l'agence Standard & Poor's qui a fait passer la note de la dette à long terme d'Israël de A+ à A. Donc la première, c'était Moody's, maintenant c'est Standard & Poor's, expliquant que l'activité militaire à Gaza et le regain des combats à la frontière nord d'Israël, y compris une incursion terrestre au Liban, pourraient perdurer jusqu'en 2025, avec des risques de représailles contre Israël. Elle a aussi abaissé ses prévisions, donc Standard & Poor's a aussi abaissé ses prévisions de croissance avec une stagnation de 2024, en 2024 et de seulement plus 2% contre 5% anticipé auparavant. La note à court terme a en revanche été confirmée à A-1. Enfin, Biden appelle Israël à ne pas frapper les sites pétroliers iraniens. Bon, Biden, entendez Barack Obama, hein, soyons très sérieux. On n'est quand même pas sur l'octogone pour vous dire que c'est Biden qui dirige les États-Unis aujourd'hui. Il faut arrêter les plaisanteries 5 minutes. Quelques jours après avoir déclaré que les États-Unis soutiennent pleinement Israël, 3 fois pleinement, repeat the line, devant l'attaque de missiles iraniens, Joe Biden a déconseillé à Tel Aviv de s'en prendre au site pétrolier iranien à l'occasion d'une intervention surprise devant la presse à la Maison-Blanche. La fameuse intervention qu'il a faite et qui a coupé l'herbe sous le pied à Kamala et qui fait que Kamala baisse dans les sondages. Le président américain a estimé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ferait bien de se rappeler de l'aide apportée à son pays par les États-Unis. Alors, pourquoi Barack Obama a utilisé sa marionnette sénile pour demander à Israël de ne pas frapper les sites pétroliers iraniens? Parce que la dernière chose dont les États-Unis ont besoin, c'est d'un pétrole à 150 le baril, qui au contraire rendrait la Russie ultra puissante. Ce d'autant plus que si les sites pétroliers iraniens étaient frappés, ça précipiterait l'Iran dans les bras de la Russie et de la Chine et de l'Inde. L'Iran se retrouverait à devoir investir par la force des choses dans son corridor pétrolier terrestre, beaucoup plus dur à frapper que ces terminaux pétroliers maritimes littoraux. Les cours du pétrole ont bondi jeudi après ces remarques. Le baril de Brent a atteint environ 78,5 $ et le West Texas Intermediate est monté à 75,38 $. Bon, c'est des chiffres tout à fait normaux pour le baril. Hein. Un baril à 78, c'est un chiffre normal. Et bien sûr, bon, vous le savez, vous avez vu ma vidéo sur ma chaîne principale sur le pic pétrolier.
à savoir tous les tarés de piquistes qui nous annonçaient qu'on avait atteint le pic absolu en 2005, nous pronostiquaient que d'ici 2025, le baril serait à 300, 500, qui dit mieux. Non, il est à 78. C'est l'or, par contre, qui a considérablement grimpé, puisqu'il pourrait taper bientôt les 80 000 $ le kilo. La campagne de la vice-présidente démocrate Kamala Harris, qui affrontera le républicain Donald Trump le 5 novembre, pourrait pâtir d'une hausse à long terme des prix de l'énergie, alors que le coût de la vie est un sujet de préoccupation majeur pour les Américains. Voilà, je vais terminer cet octogone public ici. Merci aux abonnés pour les dépêches suivantes.